Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire un point sur les transferts. Ça faisait un mois qu'on n'avait pas fait de point sur les transferts, ça datait du 18 août, donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur le dernier mois. Comme d'habitude, on parlera des gros changements, notamment chez Decathlon. Il y a pas mal de jeunes qui vont monter. On parlera des autres équipes et à chaque fois, dans l'idée, c'est de voir est-ce que c'est intéressant pour le coureur ou est-ce que c'est intéressant pour l'équipe ou est-ce que j'ai des doutes dans un cas comme dans l'autre. On parlera également des jeunes coureurs qui arrivent pour voir un petit peu leur palmarès chez les espoirs. Parce que voilà, il y a pas mal de noms qui vont vous être inconnus. Donc j'ai sorti les pages Pro Cycling Stats pour vous donner un petit peu des résultats pour ces coureurs-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos transferts que vous attendiez. Est-ce que vous avez des doutes sur certains coureurs notamment, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également, si vous voulez me soutenir plutôt, cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures. Plus vous cliquez rapidement sur une vidéo, plus elle est mise en avant par YouTube. Et pour faire cela plus facilement, eh bien, vous pouvez rajouter la petite cloche. Pour rajouter la petite cloche, c'est très simple. Vous cliquez sur vous abonner et ensuite vous avez un petit menu déroulant qui peut s'afficher si vous cliquez rapidement sur la droite, tout simplement du côté de ce menu déroulant, et vous pouvez activer toutes les notifications, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent ou personnaliser. Enfin voilà, vous pouvez faire un petit peu votre choix là-dedans. Bon, on commence tout de suite. Première recrue, c'est Julien Alaphilippe qui rejoint la Tudor du côté de Julien Alaphilippe. Bon voilà, contrat jusqu'en 2027, donc contrat de 3 saisons pour Julien Alaphilippe, ça l'emmènera à 35 ans. C'est un bon choix. Tudor qui se renforce énormément, hein, Marc Hirschi et Julien Alaphilippe. C'est une équipe qui est en progrès du côté de la Tudor. C'est une équipe qui, on sent que c'est un sponsor qui veut rester sur le long terme. Et puis il va y avoir une belle progression l'année prochaine avec Marc Hirschi. Tu sais très bien qu'ils vont être invités sur des courses. Cette année, ils ont été invités sur le Tour d'Italie, pour ceux qui s'en souviennent. Là, ça ne m'étonnerait pas qu'avec Julien Alaphilippe, il soit invité sur le Tour de France, surtout si Julien veut participer au Tour de France. Bon voilà, il quittait Soudal Quick-Step, on en avait parlé, de toute manière, on se faisait plus vraiment d'illusions sur le fait qu'il reste du côté de Soudal Quick-Step, vu la sortie en début de saison de Patrick Lefebvre, notamment sur sa femme, à Julien Alaphilippe. Voilà, je crois que c'était vraiment la goutte et qui a fait déborder le vase. Et pourtant, le vase était gros, mais Patrick Lefebvre, je pense, au bout d'un moment, a dépassé les bornes et à de nombreuses reprises. On va pas revenir là-dessus. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque sur Patrick Lefebvre et sur cette situation avec Julien Alaphilippe. Parce que ça m'a quand même fait marrer quand il dit « Oui, c'est un membre de la famille qui part, on est toujours triste ». J'avais pas l'impression que tu étais vraiment triste au mois de janvier. Hein. Tu as un peu retourné ta veste en cours de saison. Du côté de Patoche, El Patocho. On sait qu'il y avait pas que Tudor qui était sur le... Donc pour Julien Alaphilippe, pour moi, c'est une bonne idée parce que Tudor, c'est une équipe de deuxième division. On sait qu'elle va être invitée sur les grosses courses, surtout avec Marc Hirschi qui en ce moment fait des gros résultats. Et peut-être qu'il aura aussi moins de pression sur les épaules parce qu'il y aura Marc Hirschi aussi sur les classiques. C'est-à-dire qu'ils auront 2 cartes à jouer. Et puis une équipe de deuxième division, Julien Alaphilippe, il n'aura pas l'obligation non plus de faire un top 10 sur un grand tour. Il pourra peut-être beaucoup jouer sa carte, ce qui sera pas mal pour le coureur français qui a retrouvé en plus des bonnes jambes. Et puis ce qui est intéressant du côté de Julien, c'est qu'encore une fois on est sur un sponsor qui vise plutôt sur du long terme, et pour Tudor forcément c'est un ajout important avec Marc Hirschi. Ces 2 arrivées là sont des ajouts importants pour l'effectif, notamment pour avoir des invitations sur les courses françaises par rapport à la Uno X ou par rapport même à la Total Energy. Ça va être un sacré avantage du côté de la Tudor, surtout qu'ils ont aussi Matteo Trentin notamment du côté des coureurs
de classiques et des coureurs qui peuvent faire plaisir de retrouver en France du côté de Matteo Trentin. Donc voilà, pour moi c'est un bon choix. On sait qu'il y avait Total Energy, on sait qu'il y avait Cofidis à un moment qui était sur le coup. Et je pense que Cofidis a misé sur d'autres coureurs. On sait qu'à un moment, Cofidis avait cette idée-là du côté de Cédric Vasseur, mais ils ont plutôt misé notamment sur Dylan Tuns, et pas que sur Dylan Tuns, on le verra. Et puis du côté de Julien Alaphilippe, il y avait également Total Energy, mais Jean-René Bernaudot, bon, ça ressemblait quand même plutôt à une pré-retraite qu'à autre chose quand même, surtout la manière dont il l'avait vendu, Jean-René Bernaudot, en interview. Et donc je ne sais pas si ça faisait plaisir forcément à Julien Alaphilippe qui a retrouvé plutôt des bonnes conditions physiques. Il aurait été leader unique avec une pression sur le Tour de France qui aurait été très importante au niveau des résultats. Et puis peut-être qu'il a demandé aussi à d'autres coureurs qui sont passés par la Total Energy et qui lui ont peut-être déconseillé d'aller dans cette formation. Parce que c'est vrai que par exemple Niki Terpstra ou Peter Sagan, ça s'est pas bien passé dans cette structure. Et puis, il y avait pour moi un souci important du côté de la Total Energy, c'est que le contrat avec le sponsor ne va qu'en 2025. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si on partait sur un contrat sur du long terme. Et ça, pour moi, c'était le problème vraiment le plus important. C'est qu'encore une fois, la Total Energy, le contrat ne s'arrête en 2025. On ne sait pas si le sponsor va prolonger. Et on ne sait pas si Jean-René Bernaudot a vraiment envie de prolonger dans le monde du cyclisme professionnel, parce qu'il est quand même plus vraiment beaucoup présent avec l'équipe, contrairement à une époque, et qu'il a dit à plusieurs reprises que ce qui le passionnait aujourd'hui, c'était plus le cyclisme amateur que le cyclisme professionnel. Donc voilà, c'est quand même des indicateurs qui, je trouve, ne sont pas bons. Alors ça aurait peut-être permis d'attirer un autre sponsor, le fait d'avoir Julien Alaphilippe, mais c'était pas assuré non plus dans un contexte économique, notamment en France, qui n'est pas excellent. Et on sait que Jean-René Bernaudot, à part avoir un sponsor français, il ne peut pas vraiment avoir un co-sponsor étranger, par exemple. Donc, bon, on verra ce que ça va donner le nouveau Total Energy. Mais du côté de Julien Alaphilippe, pour moi, c'était le choix le plus intéressant. Autre coureur, autre choix de carrière, de transfert, l'arrivée de Johan Jacobs chez Groupama FDJ. Pas un mauvais choix pour Johan Jacobs, parce que c'est vrai que c'est plutôt un profil de classique flandrienne. Chez Movistar, c'est pas forcément leur spécialité, même s'ils ont énormément progressé dans ce domaine-là quand même, les concurrents espagnols, mais c'était pas forcément évident. Du côté de la Groupama, donc forcément, il va pouvoir épauler Stephen Kung, Valentin Madouas. Donc ça va être un réel avantage dans ce type de course-là. Et puis ça peut être un coureur intéressant pour un train de sprinter aussi, du côté de la Groupama FDJ, notamment autour de Paul Penwet. Et ça peut être vraiment bien d'avoir un Johan Jacobs, parce qu'on sait que ça fait partie des coureurs des roule toujours. Johan Jacobs, donc je trouve que c'est plutôt un bon choix, parce que c'était pas forcément un coureur qui était très cher, Johan Jacobs, et ça peut être un coureur qui peut vraiment être très intéressant dans le collectif Groupama FDJ, qui peut apporter beaucoup, que ce soit sur la classique flandrienne, mais aussi pour aider notamment un sprinter, ou pourquoi pas même pour aider un leader d'un classement général, parce qu'il peut énormément protéger du vent, il l'a fait déjà dans sa carrière, Johan Jacobs. Et puis Wout Poels, eh bien, qui ne prend pas encore sa retraite. Wout Poels qui rejoint Astana pour une seule saison. Il rejoint l'équipe kazakh, donc qui a un peu plus d'argent, mais qui a quand même du mal à attirer les grosses stars pour le moment. Donc voilà, Wout Poels, la recrue de Astana, 36 ans. On ne sait jamais avec Wout Poels si il va y avoir des gros résultats. Après, j'ai l'impression quand même que cette année, il a marqué un petit peu le pas. Voilà, 36 ans, ça reste un âge où on commence à être quand même sur des âges importants. On peut avoir des baisses de niveau assez rapides. Donc pour Astana, pour moi, de toute manière, c'est une prise de risque, parce que déjà en temps normal, un Wout Poels ne va pas te faire gagner non plus 1500 points UCI dans l'année. Alors, s'il fait une bonne année, il peut t'en gagner 1000, mais bon, au-delà de 1000, ça reste compliqué. Tu sais très bien que c'est pas un mec qui va t'aider pour des courses de 3 semaines, par exemple. Wout Poels, à part si tu as un grand leader que pour le moment Astana n'a pas, à part Fortunato. Deuxième souci pour moi du côté
de prise de risque de la part d'Astana, c'est que Wout Poels a quand même, voilà, encore une fois, 36 ans, 36-37 ans, ça commence à faire beaucoup. Bon, après, pour le coureur néerlandais, il prolonge une année de plus, bon, dans une structure où il n'aura pas forcément non plus la pression des résultats quand même. Donc, il continue son aventure chez les professionnels, s'il est toujours passionné par le cyclisme professionnel, ça ne me pose pas de problème. Et avec peut-être une équipe Astana qui va avoir quand même plus de moyens avec l'arrivée des sponsors chinois. Pas mal d'arrivées du côté de la Bahreïn, pas mal d'arrivées de l'équipe continentale, de la réserve de la Bahreïn. La Bahreïn, voilà, qui a donc pris 4 recrues, 3 de sa réserve et une recrue de la réserve de la DSM, des coureurs qui auront un contrat jusqu'en 2026. Donc vraiment un gros rajeunissement de l'effectif Bahreïn Victorious, parce qu'on avait vu déjà l'arrivée de Lenny Martinez. Par exemple, ça avait commencé aussi avec l'arrivée d'Antonio Tiberi. Donc on rajeunit énormément l'effectif. Alors Zach Herzen, le premier de ces coureurs, donc il est passé donc par la réserve de la Bahreïn Victorious. Il était passé également dans sa carrière dans la réserve de Adria Mobil, hein, c'est un Slovène. Il a seulement 18 ans, il va avoir 19 ans dans un mois, hein, ça sera le 19 octobre prochain. Victoire cette année sur le GP Adria Mobil. Voilà, il a eu pas mal de résultats hein, sur des classiques, notamment des classiques italiennes ou des classiques en Slovénie. On l'a vu notamment au Trofeo Santa Lucia où il a pris la deuxième place en Italie. 59e de l'épreuve espoir sur les derniers championnats d'Europe. Voilà comme résultat important. 54e de Gand Wevelgem Junior par exemple. Donc on est plutôt sur un profil de coureur de classique du côté de Zach Herzen, mais pas forcément des gros résultats. Le deuxième coureur, c'est Daniel Schkerl. C'est un Italien qui a 21 ans. Coureur qui est passé notamment par le Cycling Team Friuli ASD avant de rejoindre la réserve de la Bahreïn Victorious, et puis il est même stagiaire du côté de la Bahreïn Victorious depuis le mois d'août. Il a fini le Giro Next Gen sans forcément faire de grands résultats. Deuxième de la ronde de l'Oise par contre. Vainqueur de la course Popolarissima. C'était au mois de mars. Vainqueur également du Grand Prix de Misano sans Open Game. Ça c'est une épreuve nationale italienne. Donc voilà, des résultats sur les courses au niveau national en Italie. Et puis en 2023. Il avait participé, il avait remporté une étape du Tour of Zekerland et il avait remporté également une étape du Tour d'Alsace également dans son palmarès. Voilà, du côté des Italiens, mais il n'a jamais été sélectionné dans l'équipe d'Italie chez les juniors et chez les espoirs du côté de ce coureur. Et voilà, ça ne faisait pas forcément partie des meilleurs juniors même du côté de l'Italie, donc on verra ce que ça va donner. Contrat, donc là encore jusqu'en 2026. Max van der Meulen, là c'est un jeune néerlandais de 20 ans, vainqueur d'une étape cette année de la ronde de l'Izoire, vainqueur du maillot de meilleur sprinter de la ronde de l'Isère. Parmi ses autres résultats, sur le Tour de la Vallée d'Aoste, il a fini 17e au général. Il a participé également au Baby Giro, 36e du classement général, et donc vainqueur de la ronde de l'Isère, enfin vainqueur du classement de meilleur sprinter, et 11e du général de cette même course, 2e du Grand Prix de Slovénie, Istria, dans son palmarès. Voilà, à ce jeune coureur. Et puis on termine avec peut-être le plus talentueux des 4 jeunes coureurs, celui qui vient de la réserve de l'équipe de développement de la DSM. C'est une grosse perte pour moi du côté de la DSM, stagiaire depuis août dans cette équipe Bahreïn Victorious. C'est Vlad van Mechelen. Bon, classique Men
Vlad Van Mechelen, et avec des talents du côté du sprint également, même s'il a encore 0 victoire chez les professionnels. 7e du Tour de Bretagne, c'était en 2023. Il a fini également 2e d'une étape du Tour d'Alsace, c'était en 2023. 5e de Paris-Tour Espoir, de Paris-Roubaix, pardon, Espoir, pas de Paris-Tour. 5e d'une étape du Tour de l'Avenir, c'était l'année dernière. Cette année, il a fait 3e d'une étape du Tour de Bretagne du côté du classement général. Il a participé également à des courses aux Pays-Bas. Il a fait le Tour des Alpes-Maritimes, même avec la DSM. Mais voilà, la DSM n'a pas été suffisamment rapide pour le conserver. Donc voilà, Vlad Van Mechelen, 20 ans. Et donc, nouvelle recrue du côté de la Bahreïn, et peut-être la recrue la plus intéressante du côté de ces transferts pour l'équipe bahreïnie. L'arrivée d'Ethan Heter chez Soudal Quick-Step, pas mal de recrues du côté d'Ethan Heter. Ça reste un bon coureur qui a besoin, je pense, de prendre un bol d'air. On a l'impression quand même que chez Ineos, il va y avoir pas mal de changements. On a Leo Heter qui n'a pas réussi à performer. Ça a peut-être joué aussi, le fait que son frère fasse une dépression dans cette équipe. Ineos, il s'est peut-être dit, bah ouais, je me sens pas bien dans l'équipe aussi. Et ça l'a peut-être fait réfléchir et ce qui fait qu'il n'a pas prolongé. Alors je ne sais pas si ça va être plus facile par contre pour Patrick Lefebvre, parce que Ethan Heter, c'est quand même un coureur particulier, coureur qui a un profil de course. C'est pas forcément un sprinter, c'est pas non plus un pur puncher. Il est un peu dans un entre-deux, un peu comme Corbin Strong par exemple. C'est un peu le même profil que Corbin Strong en termes de style de course. Et c'est un coureur qui a souvent tendance à traîner à l'arrière des pelotons, à pas être bien placé. Donc ça, je ne sais pas si ça va plaire à Patrick Lefebvre, mais on est sur un coureur qui a besoin d'un changement d'air. Son année 2024 n'était pas bonne chez Ineos par rapport aux années précédentes. Donc c'est un coureur qui va avoir besoin de se relancer. Ça peut être la bonne opportunité chez Soudal Quick-Step, peut-être des opportunités sur les classiques flandriennes pour le Britannique, ou sur des courses comme l'Amstel aussi, pourquoi pas, qui pourrait convenir à ce style de coureur. Et du côté de la Soudal Quick-Step, je ne pense pas que ça soit un coureur qui coûte si cher que ça. Je pense que s'il l'avait recruté en 2023, il coûtait bien plus cher qu'en 2024. C'est vrai qu'il a fait une saison un petit peu, pas exceptionnelle, et je pense que sa cote sur le marché des recrutements était un petit peu en baisse. Et on voit que du côté de la Soudal Quick-Step, on a recruté aussi pour les classiques flandriennes, donc peut-être l'envie de revenir à être performant sur les classiques flandriennes. Pas mal de recrues là de nouveau, de toute façon il y en aura plein sur cette vidéo, parce que je rappelle qu'on revient sur un mois de saison mercato, avec Caden Groves, le coureur australien, qui reste chez Alpecin. Ça a été un petit feuilleton. On nous disait qu'il était en partant chez Astana, que les Chinois voulaient recruter Caden Groves. Parce qu'on se rappelle quand même aussi que Mark Cavendish va certainement prendre sa retraite. Mark Cavendish à la fin de la saison, même si lui aussi il exprime peut-être des doutes pour pourquoi pas poursuivre encore un an. Mais du côté de Caden Groves, c'est vrai qu'il était forcément un peu attendu sur le marché des transferts, parce que ça reste un sprinter qui est régulier. Même si sur le Tour d'Italie il a eu du mal à aller chercher la victoire, mais ça reste un sprinter qui a été régulier dans le top 10 du côté de ce Tour d'Italie. Et puis il a quand même gagné sur le Tour d'Espagne. C'est un coureur qui est très performant en Espagne, donc on aura pu se dire s'il avait envie de faire le Tour de France. C'est vrai qu'aujourd'hui il est un peu bloqué par Jasper Philipsen et par exemple par d'autres coureurs qui le bloquent. Que sur les classiques flandriennes, vous avez Van Der Poel, Philipsen, donc il est un peu barré sur tous les domaines, donc ça aurait pu lui donner envie de partir vers d'autres contrées, mais non, il a décidé de rester dans cette structure. Du côté des filles, Réjeanne Marcus, elle, quitte la Visma pour rejoindre la Lidl Trek, qui a fait un gros recrutement chez les filles. Réjeanne Marcus, qui a 30 ans, qui vient d'avoir 30 ans, qu'on a vu
notamment sur le Tour d'Espagne où elle a fini cette année deuxième du général. On l'a vu un petit peu plus en difficulté par contre sur le Tour de France féminin, vainqueur d'une étape sur le Tour de Romandie, quatrième des championnats d'Europe du côté du contre-la-montre, et Jeanne Mercus, deuxième de la Princesse Anna Vasa Tour, ça c'était du côté de la Pologne, vainqueur de la Vélendal Classique. 12e de Liège-Bastogne-Liège, par exemple. Ça peut lui faire du bien de rejoindre la Lidl Trek. On veut peut-être également épauler Gaillard et Aligny et avoir une autre concurrente que Gaillard et Aligny du côté de la montagne. Et puis chez Visma, l'arrivée de Pauline Ferrand-Prévot fait que Réjeanne Marcus s'est peut-être senti menacée, parce que jusqu'à maintenant c'était quand même la fille qui était la leader du général pour la Visma Lease Bike. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Pauline Ferrand-Prévot, l'arrivée certainement également du côté de la Visma Lease Bike de Marion Bunel, aussi la jeune française hyper talentueuse qui est pour le moment du côté de la Saint-Michel Mavic Aubert 93, qui est sauvée normalement la structure féminine de la Saint-Michel Mavic Aubert 93, parce que vous savez que la Mavic part. Et il semblerait que Pierre Rolland ait trouvé un nouveau sponsor, donc que l'équipe féminine perdure dans le temps, parce que s'il n'y avait plus de co-sponsor, l'équipe avait décidé de se concentrer seulement sur les garçons et d'abandonner la structure féminine. Donc ça c'est plutôt une satisfaction du côté du cyclisme féminin français. Donc du côté de Réjeanne Marcus, l'arrivée de ces deux grimpeuses a peut-être fait donner cette envie d'air du côté de Réjeanne Marcus qui va donc aller du côté de la Lidl Trek. Contrat de 3 ans vers la Lidl Trek 2025, 2026 et 2027. Arrivé également dans l'équipe 1 de la Uno X d'Henrik Pedersen, 19 ans. Henrik Pedersen qui était donc dans l'équipe de développement. Coureur qui a fait un très bon tour de l'avenir en remportant l'étape numéro 1 en prenant part à une échappée. Il a été leader du général pendant quelques jours du côté de ce Tour de l'Avenir. 5e du Grote Prijs Stade Halle, ça c'est du côté de la Belgique. 14e du contre-la-montre des championnats d'Europe Espoir. 15e de l'épreuve sur route du côté des garçons. 6e du championnat du Danemark dans la catégorie élite. Il a pris également la 10e place du Grand Prix Herning, course importante du côté de la Belgique, du côté du Danemark, pas du tout de la Belgique. Et il a fait 11e du Grand Prix de la ville de Lilliers en France en début de saison. Et puis 4e de l'Olympias Tour du côté des Pays-Bas. Voilà. Et puis il participera au championnat du monde et au Grand Prix Serrani. Voilà. Donc c'est toujours cette belle évolution du côté des jeunes coureurs de la Uno X qui arrive à rejoindre la catégorie élite, ce qui est très intéressant. C'était le champion d'Europe l'année dernière en 2023 dans la catégorie U23. Il avait battu Ivan Romeo et Paul Magnier en portant dans le final sur le parcours du col du Van. Donc c'est vrai qu'on savait qu'il y avait l'idée de le faire monter parce qu'il avait battu également Madis Mikkels et Matthias Kopecky, que des coureurs qui ont plutôt performé cette année. Donc c'est enfin une progression pour Henrik Pedersen. Voilà, enfin il gagne une catégorie. Parmi les autres coureurs qui vont progresser et qui vont changer d'équipe, c'est Jascha Sutterling du côté de la Jayco Alula. Là aussi, j'avais l'impression qu'il avait un petit peu envie de changer d'air. Un rôle de poisson pilote peut-être pour Jascha Sutterling. Je pense qu'il sera dans les trains pour aider, pourquoi pas Caleb Ewan, du côté des sprints pour l'année prochaine, du côté de la formation de la Jayco Alula. Autre transfert qui, lui, fait un petit peu parler. On parlait de Robert Stannard, on en a parlé déjà parce qu'il est, je crois, sur le Tour du Luxembourg.
Oui, je crois qu'il est sur le Tour du Luxembourg, parce qu'on en a parlé hier, hein, je crois me rappeler de Robert Stannard. J'avais même un doute, il a bien été suspendu, c'était rétroactif, c'était une suspension de 4 ans. Donc Robert Stannard qui rejoint la Bahrain Victorious. Ça a déjà fait polémique, hein, l'arrivée de Robert Stannard du côté de la Bahrain Victorious, parce que le communiqué de la Bahreïn pour l'arrivée de Robert Stannard disait presque que bon, il avait été chopé pour dopage, enfin voilà, que c'était presque une honte de la part des agences internationales de l'avoir suspendu, ce à quoi l'UCI a répondu très sèchement dans un communiqué, dans un contre-communiqué à la Bahreïn Victorious, en rappelant que non, il avait été convaincu de dopage et qu'on avait déjà été sympathique avec lui, on va dire, le fait d'avoir une suspension de type rétroactive. Donc voilà, Bahrain Victorious. Donc il a commencé en 2024. Son contrat va jusqu'en 2025. Voilà, à Robert Stannard. Donc je pense qu'on prend pas trop de risques du côté de la Bahreïn. Mais bon, encore une fois, en termes d'image, pour la Bahreïn, c'est pas excellent. Et pour les coureurs de la Bahreïn, hein, parce que ça fait quand même un peu l'équipe parfois des anciens dopés. Et puis pour Robert Stannard, c'est pas non plus peut-être le meilleur choix, parce que s'il était allé chez Jaiko Alula, il y aurait peut-être eu moins de problèmes, par exemple, que d'aller chez Bahrain Victorious. Hein. On sait que cette équipe a quand même très mauvaise réputation. Transfert d'Alex Aramburu du côté de la Cofidis. On avait déjà recruté Dylan Teuns pour le classique ardennaise. Eh bien, on continue avec Alex Aramburu. Alors, un coureur, vous savez, je suis souvent déçu par Alex Aramburu. Mais bon, je pense que c'est un bon choix pour la Cofidis. Parce que c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse quand même, qui passe mieux les bosses que Bryan Coquard. Qui peut même aider dans les sprints, Alex Aramburu, je pense. Il peut peut-être apporter aussi un petit peu d'expérience. Pour lui, c'est vrai que c'était quand même pas simple parce qu'il y a Lascano qui prend de plus en plus de place chez Movistar et que il commençait à être un petit peu dans l'ombre. Et puis Pelayo Sanchez aussi, hein, qui est pas mal, donc qui commençait à être un petit peu dans l'ombre, je pense, d'un Houillard Lascano. Donc il va retrouver un statut un peu plus de leader, de co-leader, je pense, avec Dylan Teuns. Et c'est un coureur, oui, qui peut être très intéressant. Après, lui aussi, il a un registre de course qui n'est pas forcément si large que ça, parce que c'est pas le coureur le plus rapide. C'est un coureur, voilà, qui a il y a plus rapide que lui. Un Bryan Coquard, par exemple, est plus rapide que lui. Il passe mieux les bosses qu'un Bryan Coquard, mais c'est quand même pas un mec qui va gagner des courses où il y a 3000 mètres, où il y a 4500 mètres de dénivelé positif non plus. Donc voilà, c'est un registre qui n'est pas toujours évident du côté d'Alex Aramburu. Par contre, moi je pense que c'est un coureur qui peut faire un malheur sur les manches de Coupe de France. C'est typiquement un coureur qui a un profil Coupe de France. Vous savez, voilà, il y a quand même pas mal de courses. Je pense au Grand Prix de la Marseillaise, notamment en début de saison, peut vraiment bien lui convenir, et beaucoup d'épreuves avec des petites bosses sur les parcours. Ça, c'est pour du Alex Aramburu. Donc c'est peut-être aussi pour faire un carton sur ce genre d'épreuve. Annonce de retraite du côté de Boasson-Hagen. J'en parlais même avec Van Aert, parce que je disais que c'est peut-être le coureur qui est le plus ressemblant de Van Aert. Quand vous vous souvenez d'Edvald Boasson-Hagen, c'est vraiment un coureur qui a 81 victoires à son palmarès, passé notamment par Aero Dimension Data Sky, aussi Edvald Boasson-Hagen, ces dernières années Total Energy et Decathlon AG2R pour finir sa carrière. Edvald Boasson-Hagen, moi je trouve que certains suiveurs, là je vois même le commentaire d'une personne là sur Twitter, mais certaines personnes ont oublié que c'était un coureur qui était capable de passer vraiment très fort les bosses, un peu à la Van Aert. C'est-à-dire que c'était pas forcément un coureur qui avait des gros points faibles, hein. Edvald Boasson-Hagen, voilà, 81 victoires chez les pros, il en a gagné des belles, et notamment aussi sur des classiques, voilà, Gand-Wevelgem, mais voilà, c'est, je trouve, un beau palmarès. Voilà, Edvald Boasson-Hagen. Oui, je rappelle qu'à chaque fois pour ces transferts, je me base sur les informations du site Le Gruppetto, et notamment de la page Twitter du Gruppetto. À chaque fois, c'est les affichages du Gruppetto. J'ai oublié de le préciser, je le précise maintenant. Des nouveaux transferts avec notamment un coureur qui passe de la réserve de la Decathlon AG2R pour rejoindre la Groupama. C'est Tom Donenwirt.
Je pense que je prononce très mal. Coureur français qui arrivait assez tardivement chez les professionnels, hein, jusqu'en 2023 il était chez les amateurs et notamment cette année il a fait 3e du Tour de Grande-Bretagne, voilà, en prenant une 7e place sur l'étape numéro 2, une 8e place à Northampton. On l'a vu également sur le Tour d'Alsace où il a pris une 3e et une 2e place. Il avait également fini 4e du Tour de l'Ain, ça c'était avec l'équipe 1 de la Decathlon AG2R. Il a beaucoup couru même avec cette équipe 1 de la Decathlon AG2R, ce qui a certainement donné des idées voilà, à l'équipe Groupama pour le recruter contrat de 2 ans. On se souvient que l'année dernière, du côté de Tom Wirth, on l'avait vu longtemps à l'attaque sur les championnats de France amateurs, une course où il y avait eu du beau monde, notamment avec Alexis Goujard, coureur d'Aurillac, un Auvergnat et un homme du Cantal, si je ne me trompe pas, Tom Wirth. On poursuit avec les autres recrues. Pascal Encorn qui rejoint la Soudal Quick-Step, là encore pour renforcer le pôle classique flandrienne. On sent que c'est vraiment une idée du côté de l'équipe de Patrick Lefebvre de revenir du côté des classiques flandriennes, d'être de nouveau performant dans ce domaine-là. Pascal Encorn, c'est aussi un super équipier. Comme je disais, un petit peu comme Johan Jacob, c'est des mecs qui s'en déroulent toujours. Donc c'est un coureur qui peut être très intéressant pour aider du côté de la Soudal Quick-Step, notamment un Tim Merlier. Ça pour les sprints, c'est forcément un coureur intéressant, hein, d'avoir un Pascal Encorn. Ça donne un petit avantage quand même à votre train. Donc ça peut être pas mal, ou pour un Paul Magnier, hein, du côté de la Soudal Quick-Step aussi, hein, qui sera très en vue je pense l'année prochaine, ou Lamperti également, l'américain. Et puis on termine avec un passage de la réserve à l'équipe 1 du côté de Tim Thorn Teutenberg. Je suis même assez surpris que ça s'est pas fait avant, parce que pour moi c'est un coureur qui était très talentueux. Tim Thorn Teutenberg, vainqueur de Paris-Roubaix Espoir cette année du côté du jeune Allemand qui est le fils qui est le neveu de Ina Yoko Teutenberg, qui était une grande championne de cyclisme féminin, 3e du Grand Prix Rick Van Looy. On l'avait vu également en tout début de saison sur les Trofeo Palma et Trofeo Cés Salines, sur les classiques espagnols de début de saison. Il a remporté donc Paris-Roubaix Espoir, il a remporté le classement de meilleur sprinter du Tour de Bretagne, vainqueur également de la première étape de la Flèche du Sud. Ça, c'est du côté du Luxembourg. Sur le Giro Next Gen, il n'a pas remporté d'étape, mais il a fini 2 fois 2e sur l'étape 4 et l'étape 5. Vainqueur des championnats d'Allemagne du contre-la-montre en catégorie Espoir, 5e des championnats d'Allemagne en catégorie Élite. Il a fait les 2 courses même, hein, du côté des championnats d'Allemagne, à la fois la course élite et à la fois la course espoir, et puis vainqueur de la première étape du Tour d'Alsace du côté de Teutenberg, 16e des derniers championnats d'Europe espoir. On le verra également du côté de Zurich, le jeune coureur allemand. Et puis on poursuit avec la suspension de Michel Hessmann qui a été contrôlée. On rappelle, hein, ça fait partie des coureurs qui étaient contrôlés du côté de Hessmann. Alors il a tenté la même technique qu'un certain Tennisman, de dire « Oh, c'est l'environnement qui m'a contaminé », donc c'était un membre de son entourage qui aurait fait un massage. Ce qui a marché pour un tennisman n'a pas marché pour Michel Hessmann, et donc il est suspendu, et donc son contrat ne sera pas renouvelé, parce qu'il était... En fait, alors on a reproché à la Visma, mais la Visma ne pouvait pas le virer, là encore, parce que techniquement, on était un peu dans un flou, on savait pas trop où on en était sur cette affaire-là. C'était un peu comme Robert Stana, ça a mis beaucoup trop de temps avant que ça soit jugé. Et avant que l'Agence mondiale antidopage et que l'UCI donnent leur choix pour Michel Hessmann. Donc voilà, du côté de l'équipe Visma, on a décidé de ne pas le renouveler. Donc il sera suspendu jusqu'au 14 mars. Donc à partir du 14 mars, il peut retrouver une équipe. Ça va peut-être donner envie à certaines formations. Et puis Maxime Decomble,
Alors là, c'est un coureur qui est dans la réserve de la Groupama. Alors, il va faire encore une année dans l'équipe réserve, donc pour 2025, et il arrivera dans l'équipe Groupama en 2026 et 2027, mais on devrait le voir un petit peu plus avec les professionnels, enfin avec l'équipe élite dès l'année prochaine. Hein. Je pense que ça fait partie des coureurs qui feront des allers-retours entre l'équipe Espoir et l'équipe élite. 11e du classement des jeunes de l'Alpizère Tour. Surtout, il a fait le Tour de Slovénie cette année avec l'équipe élite. 15e du Tour de la vallée d'Aoste, donc ce qui est toujours une course intéressante, et 5e du classement des jeunes sur cette épreuve. Il a fait également le Tour de Grande-Bretagne cette année. Maxime Decomble, 19 ans, il les a eu cette année. Anna Anderson, qui elle aussi quitte la Visma pour rejoindre Lidl Trek. Là aussi, du côté d'Anna Anderson, peut-être la peur avec l'arrivée de Pauline Ferrand-Prévot. Et on s'est dit, bon, bah ouais, je suis pas sûr de réussir à avoir toujours des grosses opportunités. Donc Anna Anderson qui rejoint vraiment la Lidl Trek, qui va avoir une grosse structure l'année prochaine. La FDJ Suez et Lidl Trek sont les deux équipes qui recrutent le plus en ce moment, hein, du côté du cyclisme féminin. Andreas Krohn, lui le coureur de 26 ans qui rejoint la Uno X, qui revient au pays. Andreas Krohn, lui qui était du côté de la Lotto Destiny. C'est une grosse perte du côté de la Lotto Destiny de ne pas réussir à avoir conservé le coureur danois, coureur talentueux, Andreas Krohn. Et du côté de la Uno X, bah, c'est une belle opportunité pour cette structure de récupérer l'un des meilleurs coureurs danois qui n'était pas dans leur formation. Et puis pour lui, bah, l'année 2024 n'a pas été si exceptionnelle que ça. Donc là aussi, c'est une belle idée pour se relancer. Et puis Samuel Watson, qui était jusqu'à maintenant du côté de la Groupama FDJ, eh bien, va retourner lui aussi au pays pour rejoindre la Ineos, contrat jusqu'en 2026. Il y a des opportunités chez Ineos, hein, notamment sur les classiques flandriennes. Oui, Samuel Watson peut faire partie des coureurs qui peuvent être performants sur ce type de course. On voit hein, toujours ce processus du côté de la Ineos de rajeunir énormément son effectif. Depuis plusieurs années, on recrute pas mal de coureurs jeunes. Samuel Watson en fait partie. Pour le moment, c'est vrai que Samuel Watson, on l'a vu sur les classiques flandriennes, un petit peu avec la Groupama FDJ, mais c'est vrai qu'on nous l'a un peu vendu comme un gros crack, et jusqu'à maintenant, c'est un petit peu compliqué pour le coureur britannique. Parmi les recrues, Pavel Bittner, lui prolonge du côté de la DSM, lui qui a remporté une étape cette année sur la Vuelta, qui a été performant également du côté de Burgos. Pavel Bittner, le jeune tchèque qui va donc continuer du côté de la DSM, et ça c'est plutôt un très bon choix du côté de l'équipe DSM de prolonger ce coureur-là. Nicolas Conchi, lui, passe du côté de chez Astana. On voit de plus en plus d'Italiens chez Astana. C'est vrai que c'est une équipe qui a eu une époque, hein, une base très italienne, à l'époque notamment de Vincenzo Nibali. Mais c'est vrai que ça s'était de nouveau bien internationalisé à une époque. Et là, on retrouve une base quand même très fortement italienne dans cette structure. Après, Nicolas Conchi, c'est un baroudeur de qualité. Bon, après, c'est pas forcément un mec non plus qui va te rapporter beaucoup de points UCI. C'est un peu le problème du côté d'Astana. Jeune recrue chez Astana avec Florian Samuel Cajamini. Là, quand je vous parlais de côté plus italien du côté de sa structure, on avait plutôt tendance à recruter des jeunes coureurs kazakhs. Et bien là, donc Florian Samuel Cajamini, coureur de 21 ans qui est passé notamment à la Kolpak Balan. Cette année, il a participé au Tour de l'Avenir. Il a fini 5e de cette épreuve, notamment en remportant l'étape de Kondou, en partant dans une échappée, 12e au Colle delle Finestre cette saison. Sur le Giro Next Gen, il a fini 7e du classement général du côté de cette épreuve. Bon, on est plutôt sur un profil pur grimpeur, pas forcément très bon rouleur. 15e également du Tour des Abruzzes cette année, et 4e du Trofeo Piva. Voilà pour l'italien, donc plutôt bon puncher et surtout bon grimpeur. Il a deux frères, Jonathan Joseph Cajamini et Sébastien David Cajamini.
Je peux me renseigner même sur ces deux frères. Pour le moment, 24 ans pour le premier, oui, j'ai pas beaucoup de résultats. Et le deuxième, lui, Sébastien David, a 23 ans. Et là aussi, on n'a pas grand-chose en termes de résultats pour les deux frères de ce coureur. Une autre recrue, un autre changement d'équipe, c'est Emma Norsgaard qui quitte la Movistar pour là aussi rejoindre la Lidl Trek féminine. Emma Norsgaard, coureuse très bonne sur les classiques flandriennes, très bonne équipière, très bonne sur le contre-la-montre, mais plus vraiment spécialiste du sprint, comme elle a pu l'être à une époque où elle avait une bonne pointe de vitesse. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais elle peut vraiment épauler un train. Ça peut être très intéressant pour Balsamo, notamment d'avoir une fille comme Emma Norsgaard du côté de la Lidl Trek. On poursuit avec Victor Campenaerts qui rejoint la Visma Leasebike. Pour un contrat de 3 ans, lui qui avait déjà roulé dans cette formation à l'époque où elle s'appelait Lotto NL, du côté de Victor Campenaerts, l'ancien champion d'Europe, vainqueur cette année d'une étape sur le Tour de France. Du côté de Victor Campenaerts qui renforce forcément l'équipe sur les Flandriennes autour de Christophe Laporte et de Wout van Aert. Et puis c'est un coureur qui peut avoir un rôle intéressant. Peut-être qu'il aura un profil un peu à la Nils Politt, par exemple cette année, mais du côté, de ce que Nils Politt a fait du côté de chez UAE, mais cette fois-ci du côté de la Visma, parce qu'on sait que c'est un rouleur qui sait passer les bosses aussi, Campenaerts. Après, j'avais plutôt quand même l'impression que ces dernières années, il jouait quand même vraiment sa carte, et il avait plutôt tendance à rouler un peu à la Thomas de Rent. Est-ce que ça va être facile pour lui d'aller chez Visma et d'avoir un rôle d'équipier et de se contenter d'un rôle d'équipier? Ça va être la grande question du côté de cette structure et du côté du coureur belge, mais c'est une bonne recrue s'il arrive à avoir ce rôle d'équipier autour de Van Aert et de Christophe Laporte. Par contre, deux départs du côté de la Visma Leasebike. Les frères Van Dijk qui quittent la formation néerlandaise pour rejoindre la Red Bull Bora-Hansgrohe. Gros renforcement pour le pôle flandrien dans cette équipe avec les frères Van Dijk. C'est vrai que c'était pas forcément leur spécialité, on va pas se mentir, du côté de la formation allemande, germano-autrichienne. Donc l'arrivée des frères Van Dijk va être intéressante. On les avait vus performants notamment sur Roubaix quand on leur avait donné un petit peu plus de responsabilité. Deux frères jumeaux, on rappelle les Van Dijk. Et je crois que Mick a une bonne pointe de vitesse aussi, si je ne me trompe pas. Mais ces deux frères qui ont des qualités très proches, donc c'est assez dur de les différencier, les frères Van Dijk, qu'on avait vu au moment de Roubaix où vous avez été performants. Nîmes Fisher Black du côté des Néo-Zélandaises rejoint aussi la Lidl Trek. Alors là c'est une grosse perte pour la SD Works pour moi, parce que c'est une fille jeune très talentueuse, mais elle part peut-être avec le retour d'Anna van der Breggen dans cette structure où elle s'est dit j'aurai jamais l'opportunité de performer. Si en plus Vollering reste, on ne sait pas ce que ça va devenir Vollering. Normalement, on nous la disait partante vers la FDJ Suez. Pour l'instant, le dossier a l'air d'être un petit peu au point mort. Donc ça va peut-être donner cette idée-là à Nîmes Fisher Black de rejoindre la Lidl Trek. Mais encore une fois, beaucoup de monde du côté de la Lidl Trek, ça va un peu se bousculer au portillon et ça va pas être facile d'avoir des opportunités pour obtenir des grands résultats dans la structure américaine. Jan Hirt qui rejoint Israël, un rôle... alors ça c'est une perte aussi pour moi du côté de la Soudal Quick-Step, parce que il avait fait déjà un bon Giro cette année où il était dans le top 10, mais c'est un coureur qui avait également bien épaulé également Remco Evenepoel malgré sa chute avant même le départ du Tour de France cette année, et c'est un coureur qui arrive toujours à obtenir des résultats, qui a fait un bon travail d'équipier autour de Remco Evenepoel, mais il voulait peut-être retrouver un statut de leader qu'il aura du côté de Israël, et Israël s'est dit Froome, on sait très bien qu'il ne sera plus là pour jouer le général, on a certes des Haji, mais en dehors de Hirschi, Richie Tello, c'est peut-être encore un petit peu tendre. On perd Dylan Teuns, donc c'est vrai qu'Jan Hirt, ça peut être un coureur qui peut d'un côté épauler des Hirschi
et de l'autre également jouer sa carte sur certaines courses. Alex Molnar, lui, quitte l'équipe Île Baléares pour rejoindre la Cara Rural, donc équipe Île Baléares de Continental, pour la Cara Rural en deuxième division. Alex Molnar qu'on avait vu en tout début de saison. Si vous vous souvenez, c'était également sur le Tour de la communauté de Valence. On l'avait vu également sur les classiques espagnols de début d'année. Il avait été performant également sur Grand Camino. Il avait pris énormément d'échappées en début de saison, Alex Molnar. Et puis ensuite, il a fait le Tour des Asturies, 7e, 2e du Grand Premio International Beras et Serra de Estrela au Portugal. Il a fini également 12e des championnats des Pays-Bas sur route. Et puis il a participé également au Tour du Portugal cette année, donc 2 ans à la Cara Rural, coureur qui était passé déjà par la Burgos dans sa carrière, Alex Molnar, mais voilà, il n'avait pas forcément eu des grands résultats. Donc là, cette année, c'était pas mal. On verra ce que ça va donner. Et puis l'arrivée également de Tyler Stites, un Américain de 26 ans, également pour 2 ans à la Cara Rural. Lui, il était chez Project Echelon Racing. On l'avait vu également pas mal en début de saison du côté du Tour de la communauté de Valence et surtout du côté du Tour de la Provence où il avait fini 4e de l'étape de Manosque. Et puis ensuite, il a remporté le Rhodes Grand Prix, 7e du Tour de Rhodes. Il avait remporté le Redland Bicycle Classic, une course par étape aux États-Unis, vainqueur également du Tour of the Gila, du côté des États-Unis, deuxième des championnats des États-Unis du contre-la-montre, 8e de la dernière étape du Tour de Norvège, 2e du Tour de Beauce du côté du Canada, et puis lui aussi il a participé au Tour du Portugal où il a fait 2 top 5 voilà, sur cette épreuve et un autre top 10 du côté des résultats de Tyler Stites. On poursuit avec d'autres coureurs et là c'est Serge Bax qui rejoint la Q36.5. Pour moi, chez UAE, la première année était pas mal, ça a été un petit peu plus compliqué après derrière. J'avais pas vraiment compris pourquoi il avait rejoint la UAE et pourquoi la UAE l'avait recruté. Je pense que la marche était un petit peu trop haute pour Serge Bax. Oui, une équipe de Continental Pro me paraît pas mal pour lui. La Q36, qui pour l'instant est assez discrète sur le marché des transferts, parce qu'ils avaient fait beaucoup de transferts de recrutement l'année dernière, qui n'ont pas forcément extrêmement bien marché, on va pas se mentir. Donc la Q36 qui essaye de progresser dans la hiérarchie du côté de la deuxième division, mais qui n'arrive pas à être aussi performante que la Tudor jusqu'à maintenant. Donc on va voir ce que ça va donner pour Serge Bax. Jakub Otroba, alors lui c'est un Tchèque qui rejoint également la Cara Rural. Alors j'ai regardé un petit peu son palmarès à Jakub Otroba. Donc vainqueur, oui, cette année d'une étape du Tour de Bulgarie. Il a eu pas mal de résultats sur des 2-2 et des 2-1 cette saison. Voilà, champion également de République tchèque du contre-la-montre. Voilà, pour ce coureur qui a participé également au Tour du Loir-et-Cher cette année du côté de Jakub Otroba, donc qui était dans des équipes continentales et qui monte donc en Continental Pro, en Pro Series en Pro Team avec Cara Rural désormais. Donc on verra ce que ça donnera pour troisième du contre-la-montre des championnats de République tchèque. J'avais dit vainqueur, non, il était troisième. Il avait remporté ce chrono, c'était en 2023. On le verra du côté de la Crow Race, donc ça sera intéressant de voir ce que ça peut donner pour ce coureur qui est un très grand gabarit, 1m90, 75 kg. Vous avez également Pierre Thierry qui rejoint donc l'équipe 1 de la Arkea dès ce 1er septembre pour remplacer Kevin Le Danois, vainqueur du Grand Prix de Plouay l'année dernière, d'une étape sur le Kresbrez Elite, on l'a vu cette année, 3e d'une étape du Tour de Slovaquie. Il a participé notamment au Tour de l'Avenir, au Kresbrez Elite, où il a pris la 5e place du général, donc ce fameux Tour de Slovaquie. Il a participé également à pas mal de courses en début de saison avec l'équipe 1 de la Arkea BNB
Hôtel. Donc voilà, Pierre Thierry qu'on verra également au championnat du monde espoir sur les différentes courses et contrat jusqu'en 2026. Voilà pour Pierre Thierry. Et puis Diego Ulissi qui quitte la UAE pour rejoindre Astana. Contrat pour 2025 et 2026 du côté de Diego Ulissi, 35 ans. C'est un peu comme votre Pouls, quoi. Hein. Ce sont des coureurs, mais qui sont quand même sur la deuxième partie de carrière, et même plutôt sur la fin de carrière. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai pas vraiment été impressionné par la saison de Diego Ulissi, mais pas mal de... Voilà, quelques départs quand même chez UAE. Il faut le noter. Marc Hirschi, Sorge Bax, Diego Ulissi, voilà, il y a quand même plus de départs que d'habitude chez UAE. C'est compliqué de garder toutes ces stars. Marco Frigo, lui, prolonge chez Israël et c'est plutôt un bon choix que ça soit pour Israël et que ça soit pour Marco Frigo. Parce que je pense que dans d'autres formations, il aurait beaucoup moins d'opportunités. Et pour Israël, vu la Volta qu'il a réalisé, Marco Frigo, il était vraiment très en forme. Je trouve, moi, je l'avais vraiment trouvé pas mal sur la Volta. Je trouve que c'est intéressant. Et puis, quand je vous parlais d'améliorer l'équipe flandrienne du côté de la Soudal Quick-Step, eh bien, Dries Van Gestel qui quitte la Total Energy. Là, c'est une grosse perte pour l'équipe française pour arriver chez le Soudal Quick-Step. Mais bon, pour un coureur belge, la Soudal Quick-Step, quand on est flandrien, c'est un petit peu le saint Graal d'aller dans cette formation, dans la formation de Patrick Lefebvre. Dries Van Gestel qui aura un rôle important pour les classiques flandriennes, mais aussi pour les sprints, parce qu'on sait que c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, donc il pourrait aider en tant que poisson pilote également des coureurs de la formation belge, ou voire pourquoi pas tenter de jouer sa chance, de jouer sa carte sur certaines courses quand il n'y a pas d'autres sprinteurs autour de lui. Robert Donaldson, lui, jeune coureur de 22 ans qui rejoint la Jayco Alula. Alors Robert Donaldson, c'est un coureur qui était chez Trinity Racing. Trinity Racing qui va peut-être pas continuer l'année prochaine. Cette formation anglaise, c'est un agent qui est à la tête de cette formation anglaise. Ça semble mal embarqué pour que cette équipe continue l'année prochaine, ce qui serait vraiment dommageable parce qu'elle a vraiment montré qu'elle était capable de former des très bons coureurs, et notamment Robert Donaldson, parce qu'il a fini 11e du dernier Tour de Grande-Bretagne. Il a participé au Tour de l'Avenir aussi. On l'a vu sur le Tour de l'Alsace avec deux deuxièmes places, 6e des championnats de Grande-Bretagne de course en ligne du côté de ce jeune coureur britannique, 2e de Paris-Roubaix Espoir, 15e de Gand-Wevelgem Espoir, 13e de la Youngster Coast Challenge. Donc plutôt voilà, un coureur très performant sur les classiques flandriennes. Et puis vous avez également Aaron Gate, l'inusable Aaron Gate qu'on voit également du côté de la piste. Aaron Gate, le néo-zélandais qui rejoint Astana. Ça c'était attendu au niveau des transferts, lui qui a été chez Burgos. Sa saison chez Burgos, je n'ai pas trouvé exceptionnelle. C'est un contrat seulement d'1 an, voilà, dans l'équipe World Tour Astana. Bon, l'idée est, on l'a recruté pour qu'il aille marquer des points UCI, parce que l'avantage d'Aaron Gate, c'est qu'il est très souvent performant au championnat de Nouvelle-Zélande, et ça va permettre de marquer des points. Mais bon, du côté d'Astana, on sent qu'on essaye par tous les moyens de rester en World Tour, et ça va, je pense, être compliqué. Puis Søren Kragh Andersen qui quitte lui Alpecin pour rejoindre la Lidl Trek. Grosse perte du côté de la Alpecin de Konak, parce qu'on sait que c'était un équipier qui était très apprécié par Mathieu Van Der Poel, qui aimait bien l'avoir autour de lui, notamment sur les classiques flandriennes. Eh bien, il faudra maintenant le voir dans une autre formation. Mais c'est vrai que Kragh Andersen, son passage chez Alpecin lui a fait le plus grand bien. Après une fin de période Sunweb qui n'avait pas été facile, eh bien, le passage chez Alpecin s'est bien passé. Eh bien, on espère que ça ira bien également du côté de la Lidl Trek, qui progresse également sur son équipe autour des Flandriennes, parce qu'il y avait du boulot, voilà, autour de certains coureurs. Donc c'est vrai que voilà, ça va aider les leaders du côté de la Lidl Trek d'avoir un Søren Kragh Andersen. Et puis c'est un coureur qui peut être performant également sur des courses type Amstel,
Parce que pour moi, c'est vraiment un profil Amstel. Donc sur des profils de course où il n'y a pas forcément de coureurs du côté de la Lidl Trek. Et si ça va aider forcément Matt Pedersen aussi pour les sprints d'avoir un coureur de ce type-là. Axel Laurence lui aussi quitte l'Alpecin de Koninck pour rejoindre Ineos. On aura de nouveau un Français du côté de l'équipe anglaise. Bon, on sait que c'est un coureur qui est forcément suivi, champion du monde espoir l'année dernière du côté de Glasgow. On connaît ses qualités. Voilà, c'est un coureur qui avait montré des très bonnes choses chez BNB, qui a bien épaulé aussi du côté d'Alpecin de Koninck, même si on aurait pu s'attendre un petit peu mieux pour sa deuxième saison dans la structure Alpecin de Koninck, première année en World Tour. Il a quand même gagné, Axel Laurence, mais c'est vrai que sur les grosses courses, je m'attendais peut-être à un peu mieux, j'en attendais peut-être un petit peu trop. Ça reste un jeune coureur. Donc là, chez Ineos, encore une fois, dans cette politique de rajeunir l'effectif, avoir un Axel Laurence, et puis ça peut vraiment t'aider pour les classiques flandriennes. Et lui, ça veut dire qu'il aura peut-être un statut de leader sur les classiques flandriennes qu'il ne pouvait pas avoir chez Alpecin de Koninck, barré bien entendu encore une fois par Philipsen, notamment par Craig Anderson aussi et par Mathieu Van Der Poel. On poursuit avec pas mal de jeunes coureurs, notamment Perstrand Hagenes qui va prolonger du côté de la Visma Leasebike. Bon recrutement du côté d'Astana avec Sergio Higuita qui tournait un petit peu en rond, on va pas se mentir, du côté de la Red Bull Bora Hansgrohe, qui n'avait plus forcément un statut de leader et qui avait du mal à vraiment performer. Donc j'espère qu'il va bien se relancer, Sergio Higuita, parce qu'il n'a que 27 ans et c'est vrai que ça serait intéressant de voir le coureur colombien de nouveau au top. Et là aussi on a une belle colonie colombienne avec notamment Harold Terrada et Santiago Umba aussi du côté d'Astana. Et puis Arne Marit, Tom Paco qui prolonge jusqu'en 2026 du côté de l'Intermarché. C'est intéressant pour Arne Marit. Tom Paco, pour le moment, je n'ai pas vraiment été impressionné par ses qualités. Et puis, le retour en World Tour d'Ashbourne Elmoseux, c'est un coureur qui était passé par la Lidl Trek il y a donc 2 ans, mais qui n'avait pas forcément eu de gros résultats. Son meilleur résultat, c'est 5e du Baby Giro, c'était en 2021. Il avait fini à 13e de l'Arctic Race of Norway, 5e du Petit Tour de Lombardie également, 6e du Giro del Belvedere dans son palmarès, mais on attendait mieux d'un coureur au niveau World Tour. Donc il avait fait 2 saisons et demie du côté de la Lidl Trek, ça s'était pas vraiment bien passé. Cette année, il était dans une équipe amateur. Il a fait pas mal de gravel cette année, 3e sur l'étape de World Series, le Monsterato, pardon. En Allemagne, il a fait 5e sur l'épreuve de Ego Gravel Race. Et donc, il avait été présent également en Espagne. Voilà, il a fait 3 manches du CI Gravel World Series. Voilà, mais j'ai peu d'informations sur sa saison à Elmoseux cette année. Et puis vous avez également une dernière page de recrues. Il y en a encore d'autres de recrues, mais Hugo Hull qui prolonge avec Israël. C'est plutôt une bonne idée, surtout que cette année, il n'a pas eu forcément des grands résultats, donc c'est vrai que ça aurait été compliqué de changer d'équipe du côté d'Hugo Hull. Clément Izquierdo qui rejoint lui la Cofidis. Alors c'est le vainqueur Clément Izquierdo qui était donc jusqu'à maintenant dans la VC Aix en Provence. C'est le vainqueur du Tour de Guadeloupe. C'est pas indiqué le Tour de Guadeloupe, donc je crois, de tête. Il a fait cette année 8e du Tour de Moselle. Il a été présent sur le Tour de l'Avenir. On l'a vu également sur le Tour d'Alsace, 8e du contre-la-montre du Tour d'Alsace. Il a fait le Tour Nivernais-Morvan cette année, 3e place du côté de cette course. Tour du Beaujolais également, Tour de la Mirabelle aussi en termes de participation. Pas mal de jours de course pour ce coureur. Pour moi, c'était le Tour de Guadeloupe. Je vais vérifier parce que là, j'ai quand même un doute parce que ça m'annonce pas beaucoup d'infos.
Et il a fait aussi du VTT, voilà, dans sa carrière. Mais j'ai dû rêver. Oui, c'est peut-être pas lui qui a remporté le tour. Oui, non, c'est pas lui qui a remporté 2 étapes sur le tour de Guadeloupe. C'est Sam Maisonneuve. Voilà, c'est le deuxième coureur de Vendée U. Voilà, qui a remporté le classement des jeunes sur cette épreuve et qui a remporté donc 2 étapes. Il a aussi participé au Tour de la Communauté de Madrid où il a pris la 2e place du général sur cette épreuve nationale espagnole. Il a remporté le chrono 47. On l'a vu également sur les boucles de l'Essor. Voilà, jeune coureur du Vendée U, donc qui va rejoindre l'équipe de la Cofidis. Lui qui avait participé l'année dernière au championnat de France, Sam Maisonneuve, donc qui passe du Vendée U à Cofidis, qui n'a pas dû arriver souvent. C'est là aussi où tu vois que c'est un peu un problème avec le fait que la Total Energy n'ait pas de contrat au-delà de 2025. C'est que c'est vrai que pour un jeune coureur, entre avoir seulement un contrat d'1 an et un contrat de 2 ans dans une équipe World Tour, bah, c'était assez vite choisi. Et puis Ali Wollaston, également concurrente néo-zélandaise, qui elle passe de Edge Insurance à la FDJ Suez. C'est une concurrente qui a une grosse pointe de vitesse qui va forcément être un avantage pour cette formation FDJ. Donc voilà, qui a des talents de sprinteuse. Elle a remporté notamment cette année 2 étapes sur le Tour de la Communauté, sur le Tour de Catalogne, pardon. Mais elle n'a pas couru beaucoup cette saison, seulement 14 jours de course du côté de Hayley Wollaston, qui a seulement 23 ans et qui est donc passée chez Edge Insurance. Elle a toujours été dans cette équipe jusqu'à maintenant, parce qu'avant c'était l'équipe qui s'appelait NXTG Racing, qui est devenue Edge Insurance avec l'arrivée des sous comment il s'appelle, de Patrick Lefebvre. Et donc voilà, cette jeune concurrente néo-zélandaise née à Auckland et donc qui va rejoindre la FDJ Suez. 2 ans de contrat pour elle et on espère que elle arrivera à exprimer tout son talent. Prolongation pour Anthony Delaplace du côté d'Arkea, 34 ans, il fait partie des meubles, Anthony Delaplace chez Arkea BNB Hotel. Bon, il prolonge d'un an, donc on ne sait pas trop si c'est pour une dernière saison. Après, c'est un coureur qui est toujours capable d'être performant sur les Coupes de France. Sur les courses d'un niveau supérieur, c'est un petit peu plus compliqué pour le français. Mais voilà, bon, une année de plus, c'est-à-dire 34 ou 35 ans, ça peut peut-être aider l'équipe à faire une transition, à trouver un autre coureur d'ici là, qui viendrait peut-être de l'équipe réserve. Donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a prolongé d'1 an. Du côté de ce coureur. On n'en avait pas parlé, mais il y avait eu un autre coureur contrôlé positif dans la Conti Astana. C'était Ilkan Dostiev qui a été contrôlé positif le 30 juillet dernier. Il avait fait 2e du Tour de la vallée d'Aoste. Donc voilà, et qui a ensuite gagné le Tour de Roumanie. Donc autant vous dire qu'il avait eu un été tout d'un coup très performant. Ça faisait depuis quelques temps qu'il n'y avait pas eu vraiment de contrôle positif chez Astana, mais bon, c'est une équipe qui a souvent été impliquée dans des contrôles positifs. Heureusement que c'est arrivé après l'annonce de l'arrivée des sponsors chinois, parce que peut-être que ça n'aurait pas aidé l'équipe à trouver d'autres sponsors. Autre coureur du Vendée U qui trouve un contrat, c'est Ryan Boulawat qui rejoint la Total Energy, donc l'équipe 1 du côté de Ryan Boulawat, coureur de 20 ans, qui a participé, qui a remporté une étape du Tour du Maroc. Alors il a participé au Tour du Limousin, mais il est tombé sur la 2e étape, une étape qui était très pluvieuse.
Donc ça lui a quand même permis d'avoir un contrat chez Total Energy, un contrat de 2 ans. Donc voilà, vainqueur du classement des jeunes du Tour de Maroc, vainqueur d'une étape de l'Essor breton, également 5e du classement des jeunes du côté de la Flèche du Sud, et vainqueur du chrono du circuit des plages vendéennes. Voilà, c'était un chrono par équipe, je crois, hein, du côté de... Oui, voilà, c'était un chrono par équipe où le Vendée U avait battu le Paris Cycliste Olympique et le crème actuel Marie Morin U22. Donc des bonnes équipes. Hein. Victory Gulman, elle, rejoint la Cofidis après un an chez Saint-Michel Mavic 93, elle qui était passée pendant toute sa carrière du côté de l'équipe FDJ, concurrente qui a 28 ans. Qui cette année n'a pas eu forcément des grands résultats, à part 8e du Tour de Grande-Bretagne. C'est vrai qu'elle est 6e de la classique Morbihan, 2e du région Pays de la Loire Tour. Du côté de Victory Gulman, donc qui va est 6e du Tour de Lander, donc voilà, qui va rejoindre l'équipe Cofidis. Voilà, elle fait un gros début de saison. Ensuite, ça s'est un petit peu tassé pour la française, parce que c'était quand même sa meilleure saison selon Pro Cycling Stats. Hein, jusqu'à maintenant, elle n'avait pas réussi à faire aussi bien. Vous avez Martha Lahr qui, elle, va rejoindre la SD Works. C'est une fille qui a une bonne pointe de vitesse, Martha Lahr. Donc comme la SD Works a perdu quand même quelques concurrentes, ça va faire du bien à la formation néerlandaise. C'est dommage pour la Ceratizit, mais voilà, ça reste une petite structure de World Tour, la Ceratizit. Contrat jusqu'en 2027. Et puis contrat jusqu'en 2026 pour Ogier Lascano qui quitte la Movistar pour la Bora. C'est vrai que ça c'est... Alors, on en a parlé un petit peu avant, hein, de coureurs qui avaient pris... c'est vrai qu'Aramburu a peut-être quitté la Movistar en se disant, bon, bah, Ogier Lascano prend beaucoup de place et va être renouvelé. Et Ogier Lascano quitte la Movistar. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il quitte la Movistar. Je m'attendais plutôt à ce qu'il reste. Parce que je trouve que c'était une équipe où il avait l'avantage d'avoir plutôt pas mal de liberté de courir. Bon, j'ai peur que ça fasse un peu comme Roger Adria, c'est-à-dire qu'il ait un rôle d'équipier, mais qu'il ait du mal à exprimer son talent en dehors de ce rôle-là. Et je trouverais ça un petit peu dommageable, surtout que c'est quand même un coureur qui a 24 ans, qui avait encore l'opportunité de faire 2-3 ans à la Movistar avant de rejoindre une autre formation en tant qu'équipier. Et puis Emile Lippins, lui, passe de la DSM à la Q36.5. C'est un coureur qui est pas mauvais, hein, Emile Lippins, mais c'est pas le meilleur des sprinteurs. Alors oui, peut-être que son véritable niveau c'est deuxième division pour Emile Lippins. On va voir ce que ça va donner. Et puis c'est vrai que là aussi, hein, pour le coureur laiton, le fait d'avoir Pavel Bittner prolongé et de voir ce qu'avait réussi à faire Pavel Bittner, il s'est dit bon bah moi maintenant je vais plus forcément avoir beaucoup d'opportunités pour aller sur les grandes courses, alors que peut-être que chez Q36.5, bah on ne sait jamais, un Giro peut être accessible. Coureur qui rejoint la Total Energy, 2 coureurs qui étaient dans des équipes continentales. Joris Delboff, lui qui était chez Saint-Michel, on sait que c'est un coureur qui a un talent. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant je trouve que sur la route il a eu du mal à l'exprimer. Et puis Samuel Leroux, alors lui qu'on avait vu très bon en début de saison, Samuel Leroux, vainqueur d'une étape de l'étoile de Bessèges, mais qui a été performant également sur pas mal de courses dans l'année. Samuel Leroux, on l'a vu également sur le Tour du Poitou-Charentes, et bien qui quitte Van Rysel Roubaix-Lignes Métropole pour rejoindre la Total Energy. Et ça fait du bien de voir voilà, des coureurs qui ont parfois galéré dans leur carrière, parfois eu forcément des moments de doute, et bien réussir à progresser. Pour Églantine Raillet, elle fait le même choix que Juliette Labousse, elle quitte la DSM pour rejoindre la FDJ, et autant vous dire que la FDJ se renforce énormément avec toutes ces jeunes femmes. Martina Fidanza, elle rejoint la Visma Leasebike, elle quitte la Ceratizit. Là aussi on est sur une fille qui a beaucoup de talent, Martina Fidanza. De toute façon, chez Ceratizit, il y a plus d'une fille qui a du talent. Il n'y a pas que Cédrine Carbol dans cette équipe-là. Et puis Elie Gebert qui rejoint, qui prolonge du côté d'Arkea une année supplémentaire du côté d'Elie Gebert. Mais il va falloir quand même montrer un peu plus de choses, ce qu'il a pu faire cette année. Du côté des recrutements à la TDT Unibet, on recrute Lucas
Kubis. Alors Lucas Kubis, c'est un coureur, hop là, que je le retrouve, qui est un coureur slovaque, qui est devenu champion de Slovaquie cette année même, qui a été également performant sur le Tour Romanei avec la 3e place du général, 2e du Tour de Sousse Bohémia également. Vainqueur sur la Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Pologne. Et puis Tour de Slovaquie également, où il a eu des bons résultats avec des top 10 vainqueurs. Donc voilà, des championnats de Slovaquie à la fois du chrono et de la course en ligne. Et puis il avait remporté une course en Autriche en début de saison et une course en République tchèque. 2e de l'étape de Salbris sur le Tour du Loir-et-Cher. Et sur le circuit des Ardennes, il avait fini 7e du classement général. Et puis il avait participé également au Trofeo Porec, Trofeo Umag et à l'Istrian Spring Trophy au mois de mars du côté des jeunes coureurs. Et puis vous avez Valentin Retailleau qui va rejoindre la Total Energy. Alors lui, c'est un pur produit de AG2R. Hein. Il est passé par l'équipe U19 puis l'équipe U23 avant de rejoindre l'équipe élite. Jusqu'à maintenant, pas forcément des grands résultats du côté de Valentin Retailleau. On est sur une étape des boucles de la Mayenne comme victoire cette année. Alors, il a fait le Tour de Burgos, le Tour du Limousin. Il avait fini 8e de la première étape du Tour du Limousin. Vainqueur à Laval sur la dernière étape des boucles de la Mayenne où il était parti dans l'échappée. 7e de la classique Loire-Atlantique également cette année. Voilà pour Valentin Retailleau, 53 jours de course et 73 points UCI. Donc on va voir si ça va performer un petit peu plus du côté de la Total Energy, du côté de cette structure. Et puis Jonas Rutsch qui quitte EF pour rejoindre Intermarché, ça peut aider du côté des sprints. Un coureur comme Jonas Rutsch, c'est surtout un gros équipier qu'on voit aussi parfois pas mal du côté des échappées en tant que baroudeur. Du côté de Burgos, on récupère Meraoui Kudus, coureur qui était passé dans des équipes de 2e division, mais qui n'avait pas réussi à trouver de contrat l'année dernière. Eh bien, il rejoint l'Érythréen à 30 ans, la Burgos BH, pour un contrat de 2 ans. C'est plutôt un bon choix du côté de la Burgos. Vous avez Jan Tratnik qui, lui, rejoint la Red Bull Bora Hansgrohe. On sait que c'est un coureur qui était souvent utilisé autour de Primoz Roglic. Jan Tratnik, c'est vraiment une très belle recrue en tant qu'équipier du côté de cette formation. Donc ça va faire beaucoup de bien. Ça va encore solidifier l'équipe autour de Primoz Roglic. Pourquoi pas pour aller chercher le Tour de France en 2025. Et puis Mats Wenzel, jeune coureur luxembourgeois de 21 ans, qui quitte l'équipe Lidl Trek Future pour rejoindre la Kern Pharma, là également aussi contrat de 2 ans. Peut-être que les résultats de la Kern Pharma sur la Volta l'ont décidé. Mats Wenzel, c'est un coureur qui a fini 9e du dernier Tour de l'Avenir en finissant 4e au plateau d'Hauteville et 10e à Condou. Il a été également sur le Tour de République tchèque où il a fini 5e du classement des jeunes, champion du Luxembourg. Espoir et champion du contre-la-montre par contre élite. Il a fini 2e de la course élite parce que les deux étaient mélangés derrière Kevin Genietz et devant Alexandre Kess de la Philippe Wagner-Bazin. Alexandre Kess qui est en ce moment sur le Tour du Luxembourg, 8e du Giro Next Gen. Voilà, c'est un coureur par étape, 9e de la Flèche du Sud, 8e pardon de la Flèche du Sud et 13e du Orlen Nation Grand Prix en Pologne. Donc voilà, pas mal de résultats intéressants chez les jeunes. Donc voilà, Kern Pharma, c'était peut-être pas suffisant pour aller dans l'équipe World Tour Lidl Trek. Donc voilà, qu'il aille sur la Kern Pharma. Il y aura des opportunités pour lui. 4e sur l'épreuve espoir des championnats d'Europe. Voilà, cette année. Mats Wenzel. On poursuit avec pas mal de recrues du côté de la Décathlon qui a décidé de faire monter tous ses meilleurs jeunes dans l'équipe élite et notamment Paul Sexas qui ne passera même pas
par l'équipe U23. Il va directement dans l'équipe World Tour. Paul Sexas qu'on a vu cette année, troisième des championnats d'Europe du côté de la catégorie junior. On l'a vu également vainqueur du Giro della Luggiana. Il a fini deuxième des boucles de l'Oise, deuxième également de l'Imbugé, Val-Romé Tour. Voilà, pas mal de bons résultats. Vainqueur de la classique des Alpes juniors, de la classique région sud U19, troisième du trophée Centre Morbihan, vainqueur du Tour du Pays de Vaud, également en Suisse, sixième de la Heroica Junior S Nation Cup du côté d'Italie. Donc il a vraiment énormément performé, donc on décide de le faire monter tout de suite. Alors j'espère qu'on va pas lui griller les ailes trop tôt. Du côté de Paul Sexas qui va fêter son anniversaire dans 5 petits jours. Et puis on aura Léo Bizio. Léo Bizio, très bon coureur de 19 ans qu'on a vu sur le Tour de l'Avenir où il a fini quatrième, donc voilà, au pied du podium, quatrième au Collet delle Finestre, quatrième à Condou. Belle régularité sur les derniers jours de course du côté de ce Tour de l'Avenir. 12e du Tour de l'Alsace, il a fini également 6e du Baby Giro, 3e de la course de la paix, et puis 22e du Tour de Bretagne, donc très régulier sur les courses des jeunes. Il a également couru avec l'équipe 1 de la Décathlon AG2R au mois de mars, notamment mars-avril. Donc contrat lui jusqu'en 2028, donc on mise énormément sur lui. On a également Oscar Chamberlain, donc plutôt un profil sprinter. Lui il a un contrat jusqu'en 2027. Oscar Chamberlain, troisième de la première étape de l'Alpe Isère Tour, troisième également des championnats d'Australie espoir du contre-la-montre et quatrième de la course sur route. Du côté de ce jeune coureur là, c'est un petit peu plus une prise de risque du côté d'Oscar Chamberlain, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant les résultats n'ont peut-être pas été si impressionnants que ça, même s'il avait remporté le titre du chrono au championnat du monde junior l'année dernière et 10e de la course sur route. Voilà. Il avait eu plus de résultats chez les juniors que chez les espoirs, parce que cette année c'était sa première année chez les espoirs. Donc Noah Isidore lui aussi monte. Noah Isidore 20 ans également donc dans cette réserve. Alors lui pur produit également de AG2R. 9e du Tour de Grande-Bretagne cette saison. Il a participé également à l'Alpe Isère Tour, champion de France espoir. Enfin, champion de France, oui, ici espoir au mois de mai. Et puis il a été présent également sur la route Adélie de Vitré, 8e. Il a également participé au trophée UMAG et trophée Oporec, 2e et 5e sur ces deux courses, vainqueur de l'Istrian Spring Trophy au mois de mars. Donc ça aussi c'est toujours assez intéressant. Rasmus Søjberg Pedersen, champion du Danemark élite cette année, à 22 ans, 2e de la dernière étape du Tour de Grande-Bretagne, 6e des championnats d'Europe espoir. Sur le Baby Giro, il a pris une 7e place, et puis on l'a vu également du côté de l'Olympias Tour, 2e du général, donc coureur très talentueux, 3e du trophée Porec pour Pedersen. Puis on a fait le tour, voilà, du côté de ces jeunes coureurs, du côté de cette formation. Wout van Aert, lui, a décidé de prolonger. Alors, un contrat inédit du côté de Wout van Aert, surprise, contrat à vie pour Wout van Aert. Alors, c'est plus de la communication qu'autre chose, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des possibilités de le dégager quand même du côté de la Visma. Mais voilà, techniquement, contrat à vie. Alors, ça fait un petit parallèle avec Mathieu Van Der Poel qui a un contrat également longue durée. Je sais plus, c'est un contrat de 10 ans avec la marque de vélo, avec Canyon. Je dirais qu'il y a un petit parallèle entre les deux. Mais c'est vrai que du côté de Wout van Aert, c'est quand même une grosse surprise. C'est une grosse surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ça en fait. On s'attendait pas forcément à ce qu'il soit prolongé cette année. Mais ça permet en plus d'éviter d'avoir un coureur voilà, en fin de contrat et qui soit forcément qu'on puisse perdre. Donc voilà, on stabilise le contrat de Wout van Aert encore plus.
pour les années à venir. Donc ça veut dire qu'il se sent bien du côté de cette structure. Florian Dauphin, lui, eh bien, passe de la Conti Arkea à l'équipe 1 de la Total Energy pour le jeune coureur français, voilà, qui se fait piquer. Jeune coureur français, 25 ans. Il était passé par l'équipe numéro 1 de l'Arkea en tant que stagiaire. On l'avait vu également chez BNB Hotel, lui aussi en tant que stagiaire, mais bon, l'équipe s'était arrêtée. Il avait un contrat techniquement chez BNB Hotel à l'époque, et donc il va rejoindre le monde professionnel chez Total Energy, vainqueur cette année du Crez Braise Elite, notamment 3e de Paris Tour Espoir, c'était en 2020, ça remonte déjà. 9e de Binche, Chine et Binche, c'était en 2022 à l'époque chez BNB Hotel. 11e également de Paris-Bourges, donc on sait que c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Et il ne devait pas coûter très cher. Il fait aussi un petit peu de gravel. Il a remporté l'épreuve World Series de Millau cette année. Donc on va voir ce que ça va donner, voilà, pour ce jeune coureur. Enfin, ce jeune coureur, oui, parce que ça reste un coureur qui a 25 ans et c'est un coureur qui peut être très intéressant. Et pour Total Energy, je ne pense pas qu'il coûte extrêmement cher. Et puis vous voyez également que chez Decathlon, eh bien, on a réussi à prolonger, on va dire, tous les jeunes coureurs intéressants. En fait, à part Valentin Paré-Peintre, qui doit partir, on arrive à conserver tout le monde, c'est-à-dire Nicolas Prodhomme et Aurélien Paré-Peintre, Pierre Gauthera, ça c'est une bonne nouvelle, et puis Stan de Wolf également. Bon, là j'ai un peu moins de choses à dire, mais le fait de garder Gauthera, Paré-Peintre et Nicolas Prodhomme, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis les derniers contrats du jour, c'était ce matin, Chloé Daigert qui prolonge du côté de la Canyon SRAM jusqu'en 2026. Pareil pour Christian Rodriguez qui prolonge, et puis Elie Chabet qui quitte l'équipe de Neviadoma, donc la Canyon, pour rejoindre FDJ Suez. Et ça c'est une nouvelle très intéressante, parce que déjà c'est une coureuse qui est sympathique, et ça renforce encore l'équipe de la FDJ qui va avoir une armada en montagne. Avec la Lidl Trek, il va y avoir 2 super structures chez les filles. Ça va nous faire un petit peu la bagarre UAE Visma qu'on a chez les garçons, mais là, chez les filles, on aimerait que ça soit un peu mieux réparti, là aussi du côté des stars, parce qu'on risque d'avoir quand même 2-3 grosses structures. La SD Works aussi, du côté des filles. Bon voilà, toujours le problème de budget capé, ça va être un problème au bout d'un moment, que ça soit chez les garçons, mais aussi chez les filles, parce qu'on va avoir des gros écarts de niveau entre les différentes structures. Bon, et bien voilà, on a fait le tour de ce mois de saison de transfert du côté du Mercato. Je m'excuse, la vidéo était un petit peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Tour du Luxembourg, étape numéro 2 également sur la chaîne. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.